Bon, je vais me situer un peu à un autre endroit. Je suis entré comme jeune fonctionnaire au ministère de la Culture en 1981. Je l'ai quitté depuis quelques mois, parce qu'on m'a mis à la retraite, c'est bien ainsi. Donc c'est une longue histoire, je dirais, de rapport entre l'institution, le paysage culturel et la vie artistique. Et puis, depuis 25 ans, j'enseigne l'histoire de la politique culturelle en France à Paris 8. Si je dis ça, c'est pour me situer. Et chaque fois que j'entends Jacques, je me dis, il a été un très grand ministre de la Santé, et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais si c'était lui qui avait eu le portefeuille du ministère de la Culture en 81, l'histoire se serait écrite comment? Est-ce que ce serait écrite fondamentalement différemment de ce qu'a été l'histoire réelle? Et puis quand je retrouve Bernard avec grand plaisir, je ne sais pas trop moi non plus, je me méfie beaucoup du concept de culture populaire. Je sais ce que c'est que l'éducation populaire, c'est tout à fait autre chose, et je vais y revenir dans un instant. Je sais ce que c'est que, à travers lui, un combat magnifique sur une exigence artistique fondée sur l'émotion, la qualité. Je me souviens de concerts incroyables dans la végétation, dans la forêt, dans les fougères, où Louis Claviche, je crois, se répondait avec je ne sais plus lequel. Donc, au cœur d'un village, sans doute pas n'importe quel village, puisque Uzès, c'est ton village, mais pour moi, c'est un exemple absolu de ce que ce peut être une relation très forte entre le peuple, si on peut le définir politiquement, éthiquement, oui, et une initiative artistique forte. Alors, si vous me permettez, je vais prendre quelques repères historiques. D'abord, revenir rapidement sur le titre, et puis peut-être aussi sur le pour qui, sur lequel on s'est quitté tout à l'heure. Le texte de Denis Guénoun, faut peut-être... Lui, il ne posait pas la question du quoi. Moi, je voudrais pas faire le lien entre quoi pour qui. Il est évident qu'à tout moment, quand il y a une responsabilité publique qui s'exerce, quand une politique culturelle s'est mise en œuvre, et je vais dire quand, elle a forcément pensé demain à l'aune d'aujourd'hui. Donc la question entre le passé, le présent et l'avenir, c'est exactement la même question. C'est comment, à un moment donné, dans l'appréhension du monde, on définit des perspectives qui apparaissent comme bonnes pour aujourd'hui, on peut espérer, et bonnes pour demain, et hélas, le monde change beaucoup plus vite que la façon dont on a conçu les choses. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, je voudrais quand même, après toujours, tu nous fais vibrer, tu nous donnes parfois même le frisson, Jacques. Mais ne soyons pas dans la nostalgie. Je suis désolé, monsieur, je vous ai entendu tout à l'heure, boycottons Leclerc, je veux bien qu'on boycotte Leclerc. Leclerc est là. Les industries créatives, on les appelle comme ça aujourd'hui, sont l'objet essentiel, un des objets essentiels de la politique européenne aujourd'hui, c'est pas la culture, c'est les industries créatives. Ils le sont. On a donc à positionner correctement l'ambition culturelle, c'est-à-dire l'ambition d'une émancipation des hommes et des femmes, à l'aune des révolutions et des révolutions technologiques que nous connaissons, bien entendu. Et pas de dire qu'est-ce que c'était beau dans les années 60. Alors, les repères que je voudrais prendre rapidement, parce que ça m'intéressait beaucoup, d'abord votre pugnacité, mademoiselle. J'aime bien les gens pugnaces. Quand est-ce qu'elle s'invente, la politique culturelle? Il y a une très longue histoire, évidemment, entre le prince, qui est une métaphore, hein, le prince, le pouvoir, et les artistes. Multiséculaire, c'est pas le sujet. Quand est-ce qu'elle s'invente, la politique culturelle? Ses prémices. Elle s'invente sous le Front populaire. Le Front populaire, c'est 13 mois entre mai 36 et juin 37, et puis c'est 2 mois en 38. Mais il y a là un ministre, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, le premier ministre de l'Éducation nationale, avant il s'appelait le ministre de l'Instruction publique, déjà le changement du titre, et des Beaux-Arts, qui a une priorité absolue dans cette logique d'émancipation du peuple, l'école, l'allongement de la scolarité, l'unification de la scolarité entre, en gros, les riches et les pauvres,
et bien sûr l'obligation scolaire réaffirmée. Et il se dit d'une certaine manière, là j'ai agi pour ceux qui sont encore dans le système scolaire de telle sorte qu'ils puissent bénéficier de l'éducation. Mais ceux qui en sont sortis, et essentiellement ceux qu'on appelait la classe ouvrière à l'époque, les hommes mais aussi les femmes, pas question de les faire retourner à l'école. Et il faut donc penser quelque chose qui s'appelle, avec quantité d'acteurs, il ne le pense pas tout seul, je pense qu'une politique, c'est justement une réponse construite à partir de l'initiative de la société. Et on va revenir à Malraux dans un instant. Je pense que c'est ça fondamentalement, c'est savoir traduire en une offre cohérente ce qui s'ouvre dans la société, c'était bien son cas à l'époque. Et il se dit qu'effectivement, cette éducation populaire, elle est là en priorité pour les adultes et la classe ouvrière, pour être précis, qui, elle, n'a pas pu aller à l'école, ne peut pas bénéficier des mesures prises aujourd'hui qui ne porteront leurs fruits que demain ou après-demain. Et au cœur de cette éducation populaire, il y a bien entendu le rapport à l'art et à la création et aux artistes et au patrimoine. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé en si peu de temps. Sachez quand même juste comme ça sur l'aspect social des choses, c'est bien sous le Front populaire que s'invente un régime particulier d'indemnisation de ceux et celles dont la nature dans le cinéma, et seulement dans le cinéma à l'époque, de l'emploi est un emploi intermittent. Et donc la question de l'intermittence est déjà posée à ce moment-là. Et l'éducation populaire, c'est quoi? C'est le rapport aux œuvres, et pour reprendre ce que vous disiez tout de suite, c'est le rapport à la pratique, c'est la qualification de la pratique. C'est le lien entre fréquenter, s'approprier les œuvres et pratiquer les disciplines pour en espèce de retour de ce que l'on a acquis. Bon. C'est ça l'éducation populaire. Je laisse La Libération, Conseil national de la résistance, l'œuvre formidable de Jeanne d'Orange, je ne peux pas parler de ça, mais parce qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui se passe quand Malraux arrive? La société a bougé déjà. La question des années 50, la fin des années 50, début des années 60, c'est la question de la décentralisation. La décentralisation industrielle. Souvenez-vous, Bordeaux, pour ceux qui sont de ma génération. C'est là qu'arrivent à Bordeaux, à Toulouse, etc., etc., les grandes unités de production industrielle qui avant se trouvaient dans la périphérie parisienne et qui, pour de multiples raisons, vont jouer une décentralisation de ces unités de production. Et que donc arrivent dans les villes, avec une population traditionnelle. Vos ascendants, madame, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt, mais pas que vous, bien entendu, arrivent des populations d'origine rurale qui quittent la campagne pour arriver à la ville. C'est là le bascule entre une société essentiellement rurale qui devient une société essentiellement urbaine, et bien entendu des populations issues de l'immigration de main-d'œuvre. Quel est son sujet? Quelle est sa question? Comment on fait agora? Comment on crée la cité? Comment on fait cité? Je ne sais pas si je suis clair. Entre des composantes de population qui sont des composantes éminemment diverses. Qu'est-ce qui fait et j'ai employé le mot délibérément, de l'en commun? La volonté de rassembler toutes les composantes de la ville, de la cité, autour d'œuvres dont, pour lui, la question est simple, si j'ose dire, c'est créer les conditions de cette communion, de cette rencontre autour des œuvres, à travers des écrins, et c'est comme ça qu'il pense les choses, les maisons de la culture. Il ne veut pas entendre parler de l'éducation populaire, il considère que toute œuvre forte entre en tutoiement avec tout un chacun, dans un rapport intime, et que cet intime n'a rien à faire avec ce que nous appelons aujourd'hui la médiation. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Jette l'éducation populaire. Une des grandes phrases qu'on peut retenir de Malraux à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est à l'université de faire apprendre, de faire connaître et apprendre Molière ou Racine, Corneille ou Racine, c'est à nous peut-être de le faire aimer. Donc d'un côté la connaissance, de l'autre côté l'amour. C'est clair ou pas? Bien. Mais à ce moment-là, tout ce qui supposait précisément les ressorts de l'éducation se trouve coupé de la politique culturelle. L'éducation populaire va suivre son chemin à travers les fédérations d'éducation populaire, les maisons des jeunes, totalement coupées
du monde de la culture et du monde de la création. Quelque chose s'est produit là, et je considère, moi, j'y pensais tout à l'heure avant de venir ici, à peu près irréparable. Vous savez, quand il faut déconstruire pour construire, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir à construire sur une terra incognita, ou sur une terre, je vais pas vous dire terra incognita, une terre vierge. Voilà, merci. J'avais perdu mon mot. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est important d'avoir ces choses en tête. Eh bien, c'est par exemple Pierre Bourdieu et d'autres de l'école de sociologie française qui vont démontrer une chose, c'est que le développement de cette offre d'un rapport entre des publics et les artistes, au fur et à mesure qu'elle se développe, ne bouge pratiquement pas, sauf peut-être des exemples insignes comme celui d'Aubervilliers, la base sociale de la fréquentation. Plus il y a d'offres, plus c'est les mêmes catégories socio-professionnelles qui répondent à cette offre. Et que la société est en train de se cliver, que la question de la, je l'ai dit, de créer de l'en commun, de la démocratisation, se trouve heurtée de plein fouet par une autre idée, qui n'est plus la démocratisation culturelle, mais la démocratie culturelle, c'est-à-dire la diversité. De quel droit tu me dis qu'il y a des œuvres universelles que nous avons tous à partager? J'ai ma culture, laisse-moi libre de ma culture, laisse-moi développer ma propre culture. Et je crois que cette tension entre démocratisation et démocratie, c'est ce qui va clairement caractériser le début des années langues et auquel Jacques Rallit se serait peut-être confronté de la même manière ou autrement. C'est-à-dire particulièrement la résistance des cités dans la cité. Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est bien à ce moment-là que se pose la question des banlieues, que tout d'un coup, ce qui était une immigration de main-d'œuvre se trouve aujourd'hui dans les plus grandes difficultés avec depuis 1973 et l'émergence du choc pétrolier. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que on parle de choc pétrolier en 1973 parce que c'est une flambée des prix du pétrole. Aujourd'hui, on parle d'un choc pétrolier parce que c'est voilà, le total inverse, c'est-à-dire que tout, décidément, concourt à la crise, tout est son contraire. Bon, et là, cette question se trouve résolument posée, qui est celle de la diversité. On est peut-être allé très loin dans cette question, dans cette acceptation de la diversité, parce qu'aujourd'hui, je crois que la question fondamentale, c'est comment recréer de l'en commun. Le problème, c'est que nous sommes les héritiers, les uns et les autres, des coups de tout ça, parce qu'on ne va pas détruire ce qui a été fait dans les années 50, on ne va pas détruire ce qui a été fait dans les années 80, on ne va pas détruire... Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites au ministre de la Culture qui arrive? Il va refaire le monde. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que 90% au moins de son budget est contraint, c'est-à-dire que s'il ne le paie pas là où son prédécesseur l'envoyait, cet argent, il va de plein fouet se payer les lobbies qui défendent justement les acquis. Regardez l'interview de Fleur Pellerin dans le Nouvel Obs, elle dit les choses de manière tranchée et de manière... d'une certaine façon, il n'y a pas forcément à y revenir, entre la défense des acquis et essayer de s'adapter au monde. Dernière chose, et je m'arrête, parce que tout ça c'est à la hache, ce que je vous dis, et ça manque de nuances, bien entendu. Quels sont les problèmes de la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous disent les spécialistes des sciences humaines aujourd'hui? Ils nous disent plus que la question des banlieues est la question centrale, s'agissant d'une problématique de cohésion sociale. Les banlieues se sont beaucoup transformées, mis à part telle ou telle réalité particulière, quartier particulièrement difficile, où la pauvreté, etc., etc. Les banlieues aujourd'hui sont sans doute les composantes de la société française qui connaissent la plus grande mobilité. C'est précisément, j'entendais la phrase de Bernard tout à l'heure, je ne suis pas retourné à Uzès depuis très longtemps, et je ne suis pas sûr que Uzès ressemble à ce que je vais dire maintenant, mais où est-ce que s'est massifiée et développée la pauvreté? C'est précisément sur ces territoires qu'on ne sait plus nommer, liés à l'étalement urbain, on ne sait plus nommer ruraux, urbains, voilà, qui ont correspondu au rêve d'il y a une dizaine d'années du toit de la France propriétaire, les petits propriétaires, c'est-à-dire les classes moyennes basses, qui ont été frappées violemment par la crise, qui rejoignent la paupérisation, et qui, évidemment, ne sont absolument pas desservis, sauf par les bibliothèques, sauf l'accès aux livres.
par l'offre culturelle telle qu'elle a été pensée dans les années 50. Je ne sais pas si je suis clair, mais ce décalage-là, il va bien falloir l'assumer si on veut que, effectivement, de l'en commun se recrée. Et cette question, elle est posée, hein, vous prenez la carte, c'est très clair, hein, la carte de la pauvreté en France, vous collez dessus, bien évidemment, par exemple, la carte du vote Front National, et vous avez immédiatement la coïncidence qui vous saute aux yeux, et il n'y a pas de hasard, quand on est oublié des radars, on fait payer, et on fait payer très cher, le fait d'être oublié des radars, c'est-à-dire de l'action publique. Puis dernière chose, je m'arrête là-dessus, comment penser aujourd'hui une politique culturelle qui doit effectivement se confronter à la question du développement des industries créatives? Comment faire que ces industries culturelles concourent à une forme d'égalité d'accès? On retrouve encore la question d'éducation. Moi, je pense toujours que quand je suis dans le métro, le petit loulou avec la casquette retournée qui a 15 ans et qui fait le kéké avec son Android, par son Android, il peut avoir potentiellement accès à la même chose que moi. Et que bien évidemment, nous n'aurons jamais l'un et l'autre accès aux mêmes choses. Et ça, c'est peut-être un formidable espoir. C'est-à-dire ne pas rejeter. C'est comment on pense aujourd'hui une éducation par l'art et la culture, ou une éducation à l'art et à la culture, qui se sert des outils contemporains, et qui, encore une fois, et j'arrête là-dessus, ne considère pas qu'il y a eu un âge d'or, qu'aujourd'hui on est perdu. On est perdu parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui intégrer ces mutations. Et j'ai envie de vous dire pour conclure, les mutations qu'on connaît aujourd'hui, pour moi c'est de la rigolade à côté de celles qu'on connaîtra dans 10 ou 20 ans. On peut se retrouver là dans 20 ans, enfin pas moi, je ne serai plus là, mais bon, on verra. Et qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il y a eu un âge d'or. Par contre, tu as totalement raison, il ne faut jamais, mais jamais oublier le passé pour essayer de construire les problématiques pertinentes pour demain, en sachant une chose, c'est que, encore une fois, et moi je rejoins le monsieur qui disait, mais enfin on a besoin de petits lieux partout, je vais conclure là-dessus, juste, je vais vous donner une citation, la seule que je ferai. Effectivement, sans doute faut-il aller dans la proximité, que le combat il est là, qu'on va repêcher, si j'ose dire, les uns et les autres qui sont totalement éloignés de toute offre ou de toute pratique culturelle ou artistique, un par un, et pas en cherchant fondamentalement et toujours à en faire que des spectateurs. Je crois qu'il y a de plus en plus un mouvement d'insupportation aujourd'hui de n'être toujours considérés que comme des spectateurs potentiels. On ne s'intéresse à vous que pour que vous preniez un abonnement, et que vous avez un mouvement qui monte, depuis la déclaration de Fribourg en 2007, le mouvement des droits culturels. On comprend pourquoi. Chacun a les droits culturels sont aujourd'hui inscrits dans la loi, ne l'oublions pas. C'est une belle chose que de dire que tout un chacun peut exercer le droit à sa culture. Mais en même temps, comment ne pas entendre la volonté de rejeter tous les prescripteurs, tous ceux qui nous ont expliqué qu'il y avait une culture universelle, qu'il y avait des grandes œuvres, c'est foutez-nous la paix avec votre culture cultivée, laissez-nous vivre la nôtre, c'est-à-dire une culture populaire, entre guillemets. Alors la citation, ben voilà, sur l'utopie, oui pardon, j'ai été peut-être un peu long, mais j'ai resitué des choses que je crois importantes dans l'histoire. C'est une citation d'André Philippe. André Philippe était président des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire en 1945. Jean Guéhenno était le grand Jean Guéhenno, était directeur de la jeunesse à la Libération, donc au même moment. Et je reviens sur ces questions des maisons de la culture. L'utopie était celle-ci à l'époque, et sachons peut-être trouver un tel niveau d'utopie qu'il y ait dans chaque ville, dans chaque village, au moins une maison d'école où il y aurait des spectacles, un cinéma, des livres, des journaux, de la joie et de la lumière, une maison de la jeune France, une maison de la culture, dans chaque village. Évidemment, ce n'était pas forcément le programme tel que l'a pensé Malraux.